En passant devant la jardinière, la millionnaire est restée figée en voyant son pendentif, le même qu'elle avait offert à sa fille avant de disparaître il y a de nombreuses années. Le soleil se levait à peine sur la propriété de Launay, ses premiers rayons caressant les rosiers parfaitement taillés qui bordèrent l'allée principale. La rosée matinale scintillait sur chaque pétale, sur chaque feuille, comme autant de larmes figées dans le temps. Béatrice Vallon observait ce spectacle depuis sa fenêtre, une tasse de thé à la main, le regard perdu dans cette beauté qu'elle avait ordonnée mais qu'elle ne parvenait plus à ressentir. 20 ans, 20 longues années s'étaient écoulées depuis que sa petite Salomé avait disparu, emportant avec elle toute la chaleur de ce monde. 20 ans à vivre dans cette immense demeure aux allures de mausolée, entourée de gens qui la servaient, mais ne la voyaient pas vraiment. 20 ans à porter ses tailleurs impeccables comme une armure, à diriger son empire financier d'une main de fer, à sourire poliment lors des galas de charité où l'on murmurait encore sur son passage. C'est elle, la veuve Vallon, celle dont la fille a disparu. « Madame est attendue pour le petit déjeuner », annonça Mireille en entrant discrètement dans la chambre. La gouvernante, fidèle comme une ombre depuis plus de 30 ans, disposait les vêtements de la journée sur le lit avec des gestes précis et mesurés. Ses cheveux, et, autrefois d'un noir de jais, étaient désormais entièrement gris, coiffés en un chignon serré qui n'avait pas changé de style depuis leur première rencontre. « J'arrive dans un instant, Mireille. » La voix de Béatrice était calme, presque détachée. Elle reposa sa tasse, lissa machinalement sa robe de chambre en soie et s'approcha de sa coiffeuse. Le miroir lui renvoya l'image d'une femme de 55 ans dont l'élégance naturelle semblait défier le temps. Seuls ses yeux, d'un vert profond comme les sous-bois en automne, trahissaient le vide qui l'habitait. « Les nouveaux employés arrivent ce matin », rappela Mireille en disposant les accessoires sur la commode. « Le jardinier en chef, Monsieur Lefort, sera accompagné de ses 2 assistants. »« Bien », répondit simplement Béatrice. Elle n'accordait que peu d'importance à ces détails domestiques. Les jardins avaient un besoin d'être entretenus, comme toute chose dans cette maison, et elle se contentait de signer les chèques. La beauté de ces parterres de fleurs n'était qu'un prolongement de la façade sociale qu'elle maintenait avec une rigueur quasi militaire. 1 heure plus tard, après un petit déjeuner silencieux et une brève réunion téléphonique avec ses conseillers financiers, Béatrice décida de sortir prendre l'air. Elle enfila une veste légère et descendit les marches du perron principal, ses talons claquant sur le marbre blanc. Le printemps s'installait doucement, insufflant une nouvelle vie au domaine après la léthargie de l'hiver. Au loin, près de la serre principale, un petit groupe s'affairait déjà. Béatrice reconnut Henri Lefort, un homme massif aux mains calleuses qui s'occupait des jardins de Launay depuis une décennie. À ses côtés, un jeune homme robuste déchargeait des outils d'une camionnette, et puis, il y avait cette silhouette plus fine, concentrée sur un rosier. Béatrice s'approcha. Poussée par une curiosité inhabituelle, la jeune femme lui tournait le dos, agenouillée devant un massif de roses anciennes qui avait particulièrement souffert cet hiver. Ses gestes étaient précis, presque tendres, comme si elle communiquait avec les plantes. « Madame Vallon !» s'exclama Lefort en l'apercevant. « Nous ne vous attendions pas si tôt. » La jeune femme se retourna alors, et Béatrice sentit son cœur manquer un battement. Elle était jeune, peut-être 23 ou 24 ans, avec un visage en forme de cœur et des yeux d'un bleu intense, encadrés par des boucles châtaines indisciplinées qui s'échappaient de sa casquette. Mais ce n'était pas son apparence qui avait figé Béatrice sur place. C'était le délicat pendentif en argent qui scintillait à son cou, un pendentif en forme de rose stylisé, avec une inscription gravée que Béatrice connaissait par cœur. Sian Progenta, toujours ensemble, le bijou qu'elle avait fait créer spécialement pour Salomé. Pour son 3e anniversaire, 1 semaine avant sa disparition, le temps sembla s'arrêter. Le bourdonnement des insectes, le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles sous la brise légère, tout s'évanouit. Béatrice se sentit vaciller, comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. « Madame », s'inquiéta Lefort en faisant un pas vers elle. « Vous vous sentez bien ?» La jeune femme se leva et épousseta ses genoux, inconsciente du séisme qu'elle venait de provoquer. Elle tendit une main sale de terre vers Béatrice. « Bonjour, madame. Je suis Axel Dumas, la nouvelle assistante jardinière. Enchantée de vous rencontrer. » Sa voix était claire, son accent légèrement provincial. Béatrice serra mécaniquement la main tendue, incapable de détacher son regard du pendentif. Ce bijou
Parvint-elle enfin à articuler. Il est très particulier. Axel porta instinctivement la main à son cou, touchant le pendentif avec une familiarité qui trahissait un geste habituel. Oh ça, c'est la seule chose que j'ai de ma famille biologique. Il m'a été remis quand j'étais bébé. Le monde de Béatrice vacilla à nouveau. Elle aurait voulu s'asseoir, reprendre son souffle, hurler peut-être, mais 20 ans de contrôle absolu sur ses émotions lui permirent de maintenir une façade de calme olympien. C'est une très belle pièce, se contenta-t-elle de répondre avec un sourire poli. Monsieur Lefort, veillez à ce que mademoiselle Dumas ait tout ce dont elle a besoin pour restaurer ce secteur du jardin. Puis elle tourna les talons et repartit vers la maison d'un pas mesuré, chaque pas lui coûtant un effort surhumain. Ce n'est qu'une fois dans le sanctuaire de son bureau, porte fermée à double tour, que Béatrice s'autorisa à s'effondrer dans son fauteuil, les mains tremblantes. Elle ouvrit le tiroir central de son bureau et en sortit un écrin en velours bleu nuit. À l'intérieur, sur un coussin de satin, reposait une photographie. Salomé, 3 ans, riant aux éclats dans sa robe d'anniversaire, le fameux pendentif brillant à son cou. La photo avait été prise le jour où elle le lui avait offert. Siempre junta, c'était la phrase que lui répétait sa propre mère, d'origine espagnole, une promesse qu'elle avait voulu transmettre à sa fille, un lien qui transcenderait le temps. Un léger coup à la porte la fit sursauter. « Béatrice, c'est Gabriel. Tu avais demandé à me voir ce matin. Gabriel Mercier, ancien inspecteur de police. Désormais consultant en sécurité et le seul ami véritable qui lui restait, l'un des rares à l'appeler encore par son prénom. « Entre !» répondit-elle en refermant précipitamment l'écrin. L'homme qui pénétra dans la pièce avait la soixantaine alerte, le regard vif sous des sourcils broussailleux et une démarche assurée malgré une légère claudication. Souvenir d'une ancienne blessure en service, je venais pour discuter de la mise à jour du système de surveillance. Mais quelque chose ne va pas. Béatrice hésita un instant, puis d'une voix qu'elle s'efforça de maintenir stable. « Gabriel, j'ai besoin que tu enquêtes sur quelqu'un, discrètement, une jeune femme nommée Axel Dumas. Un problème avec le personnel. »« Non, » répondit Béatrice en fixant la photo qu'elle venait de ranger. Une possibilité que je n'ose même pas formuler à voix haute. Gabriel observait Béatrice avec cette intensité tranquille qui lui était propre. Après 20 ans d'amitié, il savait reconnaître ce mélange particulier de détermination et de vulnérabilité dans son regard. « Raconte-moi tout », dit-il simplement en s'asseyant. Béatrice lui rapporta sa rencontre avec Axel et la découverte du pendentif, s'efforçant de maintenir une distance clinique avec les faits, comme si cela pouvait empêcher son cœur de s'emballer. « Tu comprends, Gabriel, ce pendentif était unique. Je l'avais fait créer par Morel. Le joaillier du 16e, la gravure, le motif, tout était personnalisé. Et tu es certaine que c'est le même. Aussi certaine que je suis assise devant toi. » Gabriel se frotta le menton, pensif. « Ça pourrait être une coïncidence extraordinaire. Ou quoi ?» s'impatienta Béatrice. « Que ma fille disparue il y a 20 ans se retrouve par hasard à travailler dans mon jardin. C'est absurde, pas plus absurde que les centaines d'affaires que j'ai résolues où la vérité dépassait toute fiction, » répliqua doucement Gabriel. « L'âge correspond. Elle doit avoir 23 ans. Salomé en aurait 23. » Un silence lourd de possibilités s'installa entre eux, par la fenêtre. Ils pouvaient apercevoir les jardins où Axel s'affairait maintenant autour d'un parterre de lavande. « Je vais enquêter, » promit Gabriel, discrètement. « Mais, Béatrice, ne te fais pas trop d'espoir. Et surtout, n'en parle à personne. » Béatrice acquiesça, sachant pertinemment qu'il pensait à toutes ces années où elle avait poursuivi des fantômes, où le moindre indice lui avait semblé être la piste qui l'amènerait à Salomé, mais cette fois, c'était différent. Elle le sentait au plus profond de son être. La nuit suivante fut peuplée de rêves agités pour Béatrice. Dans l'un d'eux, elle se retrouvait à nouveau dans cette chambre d'hôtel à Madrid. 20 ans plus tôt, Thomas, son mari, avait insisté pour emmener Salomé en voyage père-fille pendant 1 semaine. Une opportunité de se rapprocher de leur enfant, avait-il dit, pendant que Béatrice finaliserait une acquisition importante pour leur groupe, dans le rêve, comme dans la réalité. Son téléphone sonnait au milieu de la nuit. « Béatrice, c'est moi », disait la voix paniquée de Thomas. « Je ne trouve plus Salomé. »« Comment ça ? Tu ne la trouves plus ? Je me suis endormie à peine 1 heure, pendant qu'elle regardait un dessin animé. Quand je me suis réveillée, elle n'était plus là. J'ai cherché partout dans l'hôtel. J'ai alerté la sécurité.
Le reste était un tourbillon confus d'avions pris en urgence, de commissariats espagnols, d'interprètes, de questions sans fin, puis le coup fatal, 3 jours plus tard, la voiture de Thomas retrouvée au fond d'un ravin sur une route de montagne, une sortie de route due à l'épuisement, avaient conclu les enquêteurs. De Salomé, aucune trace. Béatrice se réveilla en sursaut, le cœur battant, les draps trempés de sueur. L'horloge de sa chambre indiquait 4h17. Ses cauchemars, elle les connaissait par cœur, mais ils n'avaient jamais cessé de la hanter. À l'aube, incapable de se rendormir, elle décida de descendre au jardin. L'air frais du matin l'aiderait peut-être à éclaircir ses pensées. À sa grande surprise, elle n'était pas seule. Axel était déjà là, agenouillé devant un rosier particulièrement ancien. « Vous êtes matinale », remarqua Béatrice en s'approchant. Axel sursauta légèrement, puis sourit. « J'aime travailler quand le jardin s'éveille. »« Madame, c'est comme si les plantes me parlaient en plus clairement. » Béatrice fut frappée par cette phrase. N'était-ce pas exactement ce qu'elle-même disait, autrefois, quand elle s'occupait encore personnellement de ses roses? « Ce rosier est spécial, n'est-ce pas ?» poursuivit Axel en caressant délicatement un bouton encore fermé. « Il a dû traverser des épreuves, mais il s'accroche. C'est un souvenir de la malmaison, » murmura Béatrice. « Je l'ai planté quand ma fille est née. » Les mots avaient franchi ses lèvres avant qu'elle ne puisse les retenir. Axel la regarda avec curiosité. « Je ne savais pas que vous aviez une fille. »« J'avais... » corrigea Béatrice, le visage soudain fermé. « Elle n'est plus là. » Axel sembla comprendre qu'elle ne devait pas insister. « Ce rosier a besoin d'une attention particulière, » dit-elle en changeant de sujet. « Il a été négligé, mais je pense pouvoir le sauver. Faites donc. Ce secteur du jardin était autrefois ma fierté. » Béatrice sentit le pendentif briller au soleil contre le cou de la jeune femme. Une envie irrépressible de lui poser 1000 questions la submergea, mais elle se retint. Ce n'était ni le lieu, ni le moment. « Savez-vous ce que signifie l'inscription sur votre pendentif ?» demanda-t-elle néanmoins. « Toujours ensemble, en espagnol, » répondit Axel. « Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne parle pas cette langue. C'est exact. Qui vous l'a donné ?» Axel haussa les épaules avec un sourire triste. « C'est un mystère. On m'a retrouvée avec à l'orphelinat Saint-Joseph. Apparemment, une femme m'aurait déposé là-bas, ne laissant que ce bijou et ces mots. Gardez-le précieusement, un jour, il vous guidera vers la vérité. » Le cœur de Béatrice s'accéléra. Chaque détail semblait confirmer l'impossible espoir qui grandissait en elle. L'orphelinat Saint-Joseph, où se trouve-t-il? À une centaine de kilomètres d'ici, près de Fontainebleau. Il a fermé il y a quelques années. Incendie. Je suis désolée, répondit Béatrice avec sincérité. Ne le soyez pas, sourit Axel. J'ai eu une enfance correcte. Les sœurs étaient strictes mais justes. Un silence confortable s'installa entre elles. Uniquement troublée par le chant des oiseaux matinaux, Béatrice ressentit une étrange familiarité dans ce moment partagé, comme si leur silence se reconnaissait. « Madame Vallon » appela une voix derrière elle. Mireille se tenait sur le chemin, l'air légèrement contrarié. « Votre appel avec Tokyo est dans 20 minutes, » rappela-t-elle sèchement. « Et vous n'êtes pas encore préparée. »« J'arrive, Mireille, » répondit Béatrice en se levant à contre-cœur. « Mademoiselle Dumas, poursuivez votre excellent travail. » Alors qu'elle s'éloignait, Béatrice sentit le regard de Mireille s'attarder sur Axel avec une intensité troublante. L'orphelinat Saint-Joseph a effectivement subi un incendie en 2018, confirma Gabriel le soir même dans le bureau de Béatrice. Une grande partie des archives a été détruite. Quelle coïncidence opportune, murmura Béatrice, sceptique. J'ai quand même réussi à obtenir ceci, poursuivit-il en lui tendant une chemise cartonnée. Le dossier d'admission d'Axel Dumas. Une copie avait été envoyée aux services sociaux. Béatrice l'ouvrit avec des mains tremblantes. Une photo d'un bébé aux yeux bleus, quelques informations administratives et une note manuscrite. Enfant déposé le 17 mai, environ 6 mois, aucune identité connue, bijou en argent conservé à sa demande. Le 17 mai, exactement une semaine après la disparition de Salomé, Gabrielle, c'est elle, ça ne peut être qu'elle. Béatrice, tempéra son ami. Ces informations sont troublantes, mais loin d'être conclusives. Je vais continuer à chercher, mais il nous faudrait une preuve génétique pour être certain. Comment pourrais-je obtenir son ADN sans éveiller ses soupçons? Laisse-moi gérer ça. En attendant, essaie de t'approcher d'elle naturellement.
Apprends à la connaître. Béatrice acquiesça, le cœur battant. Pour la première fois depuis 20 ans, elle sentait une flamme d'espoir s'allumer en elle. Fragile, vacillante, mais bien réelle. Ce qu'elle ignorait, c'est que derrière la porte entr'ouverte du bureau, Mireille écoutait, le visage blême. Les mains crispées sur son tablier, elle s'éloigna silencieusement, l'esprit en ébullition, des souvenirs longtemps enfouis remontant à la surface comme autant de bulles empoisonnées. La nuit était tombée sur la propriété Delaunay, mais Mireille ne trouvait pas le sommeil, assise au bord de son lit étroit. Dans la petite chambre qu'elle occupait à l'aile des domestiques, elle contemplait une vieille photographie jaunie par le temps. L'image montrait une femme plus jeune, presque méconnaissable, aux côtés d'un homme élégant dont le visage avait été soigneusement découpé. Tout était parfait, murmura-t-elle en caressant le papier usé. Tout était parfaitement en place depuis des années. Et maintenant, un bruit dans le couloir la fit sursauter. Elle glissa rapidement la photo sous son oreiller et se composa un visage neutre. Quelques secondes plus tard, on frappa doucement à sa porte. « Mireille, c'est moi, Béatrice. Je peux vous parler un instant. » La gouvernante inspira profondément avant d'ouvrir. « Bien sûr, madame. Un problème. » Béatrice se tenait dans l'encadrement, encore habillée malgré l'heure tardive, l'air préoccupé. Je réfléchissais au secteur est du jardin, celui avec les roses anciennes. J'aimerais confier sa restauration complète à mademoiselle Dumas. Qu'en pensez-vous ? Mireille sentit une alarme résonner en elle. Ce secteur, c'était le jardin personnel de Béatrice, celui qu'elle avait conçu pour Salomé et qu'elle avait laissé se délabrer après la disparition de l'enfant. Vous êtes sûre ? Ce jardin est très personnel pour vous. Justement, répondit Béatrice avec un sourire énigmatique. Il est temps qu'il revive. Axel a un don avec les plantes. Je l'ai observé, Axel, pas mademoiselle Dumas. La familiarité du prénom n'échappa pas à Mireille. Comme vous voudrez, madame, je lui transmettrai vos instructions demain matin. Non, je préfère lui en parler moi-même. Et j'aimerais aussi lui proposer de s'installer dans le pavillon du jardinier. Ce serait plus pratique pour elle, plutôt que de faire l'aller-retour chaque jour depuis la ville. Cette fois, l'inquiétude de Mireille fut impossible à dissimuler. Le pavillon n'a pas été habité depuis des années. Il faudrait le nettoyer, le meubler à nouveau. Faites le nécessaire. Je veux qu'il soit prêt dans 3 jours. Le ton ne permettait aucune discussion. Béatrice salua sa gouvernante d'un signe de tête et s'éloigna dans le couloir obscur, laissant Mireille figée sur le seuil, les poings serrés. Le lendemain matin, Gabriel attendait Béatrice dans la serre principale, feuilletant distraitement un livre sur les orchidées rares. « Tu avais raison pour les irrégularités », annonça-t-il sans préambule quand elle le rejoignit. « Les dossiers d'admission à l'orphelinat ont été falsifiés. Les dates ne correspondent pas aux registres officiels. Qu'est-ce que cela signifie ? Que quelqu'un a voulu brouiller les pistes ? J'ai contacté une ancienne sœur qui travaillait là-bas à l'époque. Elle se souvient vaguement d'une femme déposant un bébé en pleine nuit. Insistant pour que l'enfant garde le pendentif, Béatrice sentit son cœur s'accélérer. A-t-elle pu te décrire cette femme ? Vaguement, plutôt âgée, élégante, parlant bien, elle a prononcé une phrase étrange en partant. La vérité revient toujours à la surface, comme une plante qui pousse vers la lumière. Béatrice frissonna malgré la chaleur étouffante de la serre. C'est presque poétique. Ou menaçant selon la perspective, nota Gabriel. Béatrice, je dois te demander, as-tu des ennemis, quelqu'un qui aurait voulu te faire souffrir à travers ta fille ? La question l'a pris au dépourvu. Bien sûr, il y avait eu des rivaux en affaires, peut-être même quelques personnes qui l'avaient détesté pour sa réussite. Sa froideur apparente, mais de là à orchestrer l'enlèvement d'une enfant, je ne vois pas, admit-elle, à moins que son regard se perdit dans les allées du jardin, où elle aperçut Mireille, qui donnait des instructions à Axel, lui montrant apparemment une zone à l'abandon. « Mireille travaille pour moi depuis plus de 30 ans. » murmura-t-elle. « Elle connaît tous mes secrets, toutes mes faiblesses. » La gouvernante, s'étonna Gabriel. Quel motif aurait-elle ? Je l'ignore, mais j'ai toujours senti une certaine retenue chez elle, une distance, malgré toutes ces années, comme si elle jouait un rôle. Gabriel suivit son regard vers les 2 femmes qui s'éloignaient maintenant en direction du pavillon abandonné. « Je vais me renseigner discrètement sur elle aussi. En attendant, surveille ses réactions. Si elle est impliquée, ton intérêt soudain pour Axel l'inquiétera.
Axel passa les jours suivants à redécouvrir le jardin est, débroussaillant, taillant, prenant des notes dans un petit carnet usé. Béatrice trouvait constamment des prétextes pour l'observer, fascinée par cette sensation étrange de familiarité. La jeune femme avait une façon particulière de pencher la tête en réfléchissant, exactement comme Thomas, et son rire, quand elle s'amusait d'une remarque d'Henri Lefort, résonnait avec des intonations qui lui serraient le cœur. Le 3e jour, alors que le pavillon était enfin prêt, Béatrice décida d'inviter Axel à prendre le thé sur la terrasse. « Comment trouvez-vous le jardin est ?» demanda-t-elle, après quelques échanges de politesse. « Fascinant », répondit Axel avec enthousiasme. « Il a été conçu avec amour, ça se sent. Mais certaines plantes sont en souffrance depuis longtemps. C'est comme si, pardonnez-moi l'expression, comme si le jardin était en deuil. » La justesse de l'observation frappa Béatrice. « C'est exactement ça, » admit-elle doucement. « Je l'ai laissé dépérir après un événement douloureux. Les jardins reflètent souvent l'âme de leur propriétaire, » observa Axel. Celui-ci raconte une histoire de joie, puis de grande peine, mais il n'est pas trop tard pour le faire renaître. C'est ce que j'espère. Un silence confortable s'installa entre elles, troublé uniquement par le tintement des tasses et le bourdonnement des abeilles dans les massifs de lavande voisins. « J'ai fait préparer le pavillon du jardinier pour vous, » reprit Béatrice. « Si vous acceptez d'y séjourner, bien sûr, ce serait plus pratique pour superviser les travaux du jardin est. » Axel parut surprise, puis touché. « C'est très généreux, mais je ne voudrais pas m'imposer. Au contraire, » insista Béatrice, « ce serait un plaisir de vous avoir à demeure. Et je pourrais peut-être vous montrer quelques secrets de ce jardin que j'ai imaginé il y a longtemps. » Le visage d'Axel s'illumina. Pour la première fois, Béatrice remarqua une légère fossette sur sa joue gauche quand elle souriait, exactement la même que celle de Salomé. « Dans ce cas, j'accepte avec joie, Madame Vallon. Appelez-moi Béatrice, » s'entendit-elle dire. Quand nous sommes entre nous, du moins, de l'autre côté de la baie vitrée du salon, Mireille observait la scène, le visage impénétrable, seules ses mains, qui froissaient inconsciemment le tissu de son tablier, trahissaient à son agitation. Ce soir-là, après avoir aidé Axel à s'installer dans le pavillon, Béatrice rejoignit Gabriel dans son bureau. L'ancien policier semblait préoccupé. « J'ai trouvé quelque chose d'étrange concernant Mireille », annonça-t-il en lui tendant un dossier. « Elle n'a pas toujours été gouvernante ici. Dans les années 80, elle a travaillé comme nurse dans une autre propriété des Delaunay, celle de Bordeaux. »« Je l'ignorais », admit Béatrice, surprise. « Il y a plus. Elle a été renvoyée brutalement, puis réembauchée quelques mois plus tard, ici, à Paris. Aucune explication dans les dossiers du personnel. »« C'était avant mon mariage avec Thomas, » murmura Béatrice. Son père dirigeait encore les affaires familiales. Le vieux Delaunay avait la réputation d'être impitoyable en affaires, mais aussi avec le personnel, rappela Gabriel. Je me demande ce qui a pu se passer. Béatrice resta silencieuse un moment, réfléchissant à ce que cela pourrait signifier. Si Mireille a été humiliée par la famille, elle pourrait avoir des raisons de nous en vouloir. Mais attendre plus de 10 ans pour se venger en enlevant Salomé, ça paraît disproportionné, peut-être. Ou peut-être que l'événement déclencheur était plus grave que nous ne l'imaginons. Ils furent interrompus par un léger coup à la porte. Mireille apparut, son expression indéchiffrable comme toujours. « Pardonnez-moi de vous déranger, madame. Je voulais juste vous informer que mademoiselle Dumas est bien installée. » « Merci, Mireille. » La gouvernante s'attarda un instant, comme si elle voulait ajouter quelque chose. Puis se ravisa et quitta la pièce. Gabriel et Béatrice échangèrent un regard lourd de sens. « Sois prudente, » murmura-t-il. « Si nos soupçons sont fondés, la situation pourrait devenir dangereuse. » Mais Béatrice n'entendait plus la voix de la raison. Pour la première fois depuis 20 ans, elle avait l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Sa fille était peut-être revenue à elle, comme par miracle, et elle était prête à tout risquer pour connaître la vérité. Une semaine passa, durant laquelle Axel s'installa confortablement dans le pavillon du jardinier. Chaque matin, Béatrice trouvait un prétexte pour l'observer travailler. Fascinée par la métamorphose progressive du jardin est, sous les mains habiles de la jeune femme, les rosiers reprenaient de vie, les bordures retrouvaient leur netteté d'antan, et les allées, débarrassées des mauvaises herbes, dessinaient à nouveau des chemins élégants entre les parterres. C'est comme si vous compreniez exactement ce que j'avais en tête quand j'ai conçu cet espace.
remarqua Béatrice un matin, alors qu'elles contemplaient ensemble les progrès réalisés. Axel sourit, une lueur de fierté dans le regard. Les jardins ont une mémoire, vous savez. Ils gardent l'empreinte des intentions de leur créateur, même sous les années d'abandon. Cette réflexion toucha Béatrice plus qu'elle ne voulut l'admettre. N'était-ce pas ce qu'elle ressentait, observant cette jeune femme qui pourrait être sa fille? Comme si, malgré les années de séparation, quelque chose d'essentiel subsistait entre elles, un lien invisible que ni le temps ni les circonstances n'avaient pu effacer complètement. « J'aimerais vous montrer quelque chose », décida-t-elle impulsivement, quelque chose que personne n'a vu depuis longtemps. Elle conduisit Axel vers une petite serre, dissimulée derrière une haie de buis, à l'extrémité du jardin, la clé, qu'elle portait toujours sur elle, tourna avec difficulté dans la serrure rouillée. L'intérieur était poussiéreux, envahi de toiles d'araignée, mais on distinguait encore des étagères sur lesquelles reposaient de petits pots étiquetés et des outils miniatures. « C'était la serre de ma fille », expliqua Béatrice, la voix légèrement altérée. Elle n'avait que 3 ans, mais elle adorait déjà jardiner. Je lui avais aménagé cet espace pour qu'elle puisse apprendre. À son rythme, Axel parcourut la petite serre du regard, visiblement ému. C'est tellement touchant, et tous ces petits outils, faits sur mesure pour ses mains d'enfant. Oui, Béatrice s'approcha d'une étagère et épousseta délicatement un petit arrosoir en cuivre. Je n'ai jamais eu le courage de vider cet endroit après sa disparition. C'était comme effacer son existence une seconde fois, sa disparition, répéta Axel, surprise. Je croyais qu'elle était morte. Non, du moins, officiellement. Elle a disparu lors d'un voyage en Espagne avec son père, il y a 20 ans. On n'a jamais retrouvé son corps. Axel resta silencieuse un instant, comme si elle assimilait cette information. Je comprends mieux pourquoi ce jardin est si important pour vous. Il était censé être son héritage, murmura Béatrice. Un endroit où elle pourrait grandir, apprendre, puis un jour, le transformer à son image. Leurs regards se croisèrent dans la pénombre de la serre. Et pendant un bref instant, Béatrice eut l'impression d'y lire une reconnaissance, comme si quelque chose en Axel répondait à cet appel du passé, mais peut-être n'était-ce que le reflet de son propre désir désespéré. « Nous pourrions la restaurer aussi », suggéra doucement Axel, rompant le charme. Cette petite serre mérite de revivre, comme le reste du jardin. Béatrice acquiesça, incapable de parler, submergée par l'émotion. Pendant ce temps, dans le bureau du manoir, Gabriel examinait minutieusement les anciens registres du personnel qu'il avait réussi à obtenir des archives Delaunay. « Voyons ce que vous cachez. »« Mireille Dufour », murmura-t-il en parcourant les documents jaunis. Un dossier attira particulièrement son attention, le rapport disciplinaire ayant conduit au renvoi de Mireille du domaine de Bordeaux. Les termes restaient vagues, comportement inapproprié, abus de confiance, mais une note manuscrite en marge, probablement de la main du vieux Delaunay lui-même, précisait « Affaire réglée, transfert à Paris approuvé sur la recommandation de T, dossier médical à classer. » Dossier médical, Gabriel fouilla plus profondément et découvrit une enveloppe scellée au fond de la boîte d'archives. À l'intérieur, un certificat laconique établi par un médecin de la clinique privée des Delaunay à Bordeaux. Patiente admise le 12 mars 1988, suite à des complications, procédure terminée le 14 mars, sortie contre avis médical le 15 mars. Aucune précision sur la nature de la procédure, mais Gabriel sentit qu'il tenait là un élément crucial. Il nota soigneusement les dates et l'identité du médecin. Déterminé à creuser davantage, la nuit tombait sur le domaine quand Mireille frappa à la porte du pavillon. Axel l'accueillit avec un sourire, bien qu'elle eût remarqué la distance que la gouvernante maintenait systématiquement avec elle. « Madame Vallon m'envoie vous inviter à dîner ce soir à la grande table », annonça Mireille d'un ton neutre. « Une tenue convenable est attendue. Oh, je ne suis pas sûre d'avoir apporté. J'ai pris la liberté de déposer une robe appropriée sur votre lit. Elle appartenait à madame dans sa jeunesse et devrait vous aller. » Axel fut surprise par cette attention. « C'est très aimable. Mais je ne peux pas accepter de porter ces vêtements. Madame insiste, » coupa froidement Mireille. « Elle semble particulièrement attachée à vous voir dans cette tenue. » Quelque chose dans le ton de la gouvernante mit Axel mal à l'aise. « Est-ce que j'ai fait quelque chose qui vous déplaît ?»« Madame Dufour ?» demanda-t-elle franchement. Mireille sembla prise au dépourvu par cette question directe. Son masque d'impassibilité se fissura un instant,
laissant entrevoir une émotion complexe. Regret, colère, peut-être même peur. « Vous ne me déplaisez pas, » répondit-elle finalement. « Je m'inquiète pour madame. Elle a vécu des choses terribles et s'accroche parfois à des illusions. Des illusions, » répéta Axel, perplexe. Mireille hésita, comme si elle pesait soigneusement ses mots. Madame a perdu sa fille dans des circonstances tragiques. Parfois, elle croit la voir partout. Vous n'êtes pas la première jeune femme qu'elle. Remarque ainsi, cette révélation troubla profondément Axel. Vous suggérez qu'elle pense que je serais... Je ne suggère rien, coupa sèchement Mireille. Je vous conseille simplement de garder une certaine distance professionnelle, pour son bien, comme pour le vôtre. Le dîner est à 19h30 précise. Elle tourna les talons, laissant Axel désorienté, le pendentif soudain lourd contre sa poitrine. Le dîner fut étrangement intime. Béatrice avait fait dresser la table, non pas dans la salle à manger officielle, mais dans un petit salon adjacent à la bibliothèque. Seules quelques bougies éclairaient la pièce. Donnant aux objets anciens une patine dorée, Axel apparut dans l'encadrement, vêtu de la robe prêtée, une création vintage en soie bleu nuit qui semblait avoir été conçue pour elle. Béatrice en eut le souffle coupé. « Vous êtes magnifique », murmura-t-elle. « Cette robe vous va parfaitement. Merci de me l'avoir prêtée », répondit Axel, gêné par l'intensité du regard de son hôtesse. « Madame Dufour m'a dit qu'elle vous appartenait. C'était ma robe préférée quand j'avais votre âge. Je la portais le soir où j'ai rencontré Thomas, le père de ma fille. Elles dînèrent en tête-à-tête, servies discrètement par un personnel qui semblait apparaître et disparaître comme par magie. La conversation coula naturellement, passant des techniques de jardinage au voyage, aux livres préférés. Béatrice découvrit qu'Axel partageait son amour pour la poésie espagnole, une coïncidence qui fit s'emballer son cœur, et qu'elle possédait une intuition remarquable pour la composition florale. « Comment avez-vous développé cette passion pour le jardinage ?» demanda Béatrice alors qu'elle savourait le dessert. « Les sœurs de l'orphelinat cultivaient un potager » expliqua Axel. « Dès que j'ai su marcher, apparemment, j'étais tout le temps fourrée là-bas. Sœur Marie-Claire disait que j'avais des mains vertes de naissance. » La formulation fit sourire Béatrice. Ma mère disait exactement la même chose de moi. Un silence confortable s'installa entre elles, comme si elles partageaient un secret sans même le connaître. Dehors, le vent s'était levé, faisant gémir les branches des vieux arbres du parc. Un orage approche, remarqua Béatrice. Vous devriez peut-être rester au manoir cette nuit. Le pavillon est assez isolé et le chemin devient boueux par temps de pluie. Axel hésita, se remémorant l'avertissement de Mireille. Je ne voudrais pas m'imposer davantage. Au contraire, insista doucement Béatrice. J'ai fait préparer la chambre bleue. Juste au cas où, ce qu'elle ne précisa pas, c'est que cette chambre se trouvait juste à côté de celle qui avait été celle de Salomé, dont elle n'avait jamais changé un seul meuble. Plus tard cette nuit-là, alors que l'orage grondait au-dessus du domaine, Béatrice resta longuement devant la porte fermée de la chambre bleue, la main suspendue, incapable de frapper mais incapable aussi de s'éloigner. De l'autre côté, Axel fixait le plafond, perturbé par ce sentiment inexplicable de déjà-vu qui l'habitait depuis qu'elle avait franchi le seuil du manoir de Launay. En bas, dans l'ombre du grand escalier, Mireille observait, le visage ravagé par un conflit intérieur qui la déchirait depuis 20 ans. L'aube pointait à peine lorsque Béatrice se réveilla en sursaut. Un rêve, si vif qu'elle en sentait encore les contours dans sa conscience embrumée. Salomé, âgée de 3 ans, courant dans le jardin est, s'arrêtant devant un rosier pour l'examiner avec une concentration surprenante pour son âge. « Maman », disait-elle de sa petite voix claire, « celle-là est malade, il faut couper les branches mortes pour qu'elle guérisse. » Béatrice s'habilla rapidement et descendit, attirée par une force qu'elle ne cherchait même plus à comprendre. Le domaine dormait encore, enveloppé dans la brume matinale. Ses pas la menèrent instinctivement vers le jardin est, où elle s'attendait presque à retrouver la scène de son rêve. À sa grande surprise, Axel s'y trouvait déjà, agenouillé devant le vieux rosier, souvenir de la malmaison, celui-là même que Béatrice avait planté à la naissance de Salomé. La jeune femme taillait délicatement les branches mortes, exactement comme l'enfant l'avait suggéré dans le rêve. « Vous êtes bien matinale », dit doucement Béatrice en s'approchant. Axel se retourna, surprise mais pas effrayée. « Je n'arrivais plus à dormir. J'ai fait un rêve étrange.
À propos de ce rosier, justement, le cœur de Béatrice manqua un battement. « Ah, vraiment? Quel genre de rêve? C'est idiot !» sourit Axel, légèrement embarrassé. « J'étais une petite fille, très petite, et je montrais cette rose à quelqu'un. Je disais qu'elle était malade et qu'il fallait la tailler. Au réveil, j'ai ressenti le besoin urgent de venir vérifier son état. » Un silence s'installa entre elles, chargé de non-dits, d'émotions contenues, de possibilités vertigineuses. Ce fut Axel qui le rompit, désignant les ciseaux de jardinage qu'elle tenait. Ces outils sont magnifiques, anciens, mais parfaitement équilibrés. Ils appartenaient à ma grand-mère, expliqua Béatrice. Elle m'a appris tout ce que je sais sur les roses. Ma mère aussi jardine, demanda spontanément Axel, avant de se reprendre, confuse. Je veux dire, si je suis qui vous pensez que je suis. La question resta suspendue entre elles, comme une bulle fragile que ni l'une ni l'autre n'osait crever. Mireille vous a parlé, comprit Béatrice, le visage soudain fermé. Elle s'inquiète pour vous, elle pense que vous projetez vos espoirs sur moi. Béatrice s'accroupit à côté d'Axel, leurs yeux à la même hauteur. Et vous, qu'en pensez-vous? Je ne sais pas, répondit honnêtement la jeune femme. Depuis que je suis arrivée ici, je ressens des choses étranges, des impressions de déjà-vu, des rêves qui semblent être des souvenirs. Et ce jardin, c'est comme si je le connaissais déjà, comme si mes mains se souvenaient de chaque plante. Elle porta machinalement la main à son pendentif. Ce geste que Béatrice avait observé des dizaines de fois depuis leur rencontre. « Et ceci » murmura Béatrice en effleurant du bout des doigts le bijou. « Vous ne vous êtes jamais demandé d'où il venait exactement ?»« Tous les jours de ma vie », répondit Axel. « Les sœurs m'ont seulement dit qu'une femme l'avait laissé avec moi, en expliquant qu'il me guiderait un jour vers la vérité. Lucien Progenta, récita Béatrice, c'est ce que ma mère me disait quand j'étais enfant. Toujours ensemble. Quand Salomé est née, j'ai fait créer ce pendentif chez Morel, un joaillier du 16e arrondissement, un modèle unique, avec cette inscription gravée à l'intérieur. L'émotion faisait trembler sa voix, mais elle continua, incapable de s'arrêter maintenant. Ma fille le portait le jour de sa disparition. C'était son bien le plus précieux. Elle ne s'en séparait jamais. Axel écoutait, figé, son visage reflétant un trouble grandissant. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle. « Ce serait trop, incroyable », acheva Béatrice. « Comme le fait que vous taillez instinctivement ce rosier exactement comme je l'ai enseigné à ma fille, comme ces rêves que nous partageons sans les avoir racontés, comme cette façon que vous avez de pencher la tête quand vous réfléchissez, exactement comme son père. » Des larmes silencieuses coulaient maintenant sur les joues d'Axel. Mais elle ne fit aucun geste pour les essuyer. « J'ai besoin de preuves », articula-t-elle enfin, pas seulement des impressions ou des coïncidences. « Nous les aurons bientôt », promit Béatrice. « Gabriel a prélevé discrètement un échantillon de vos cheveux sur votre brosse. Nous attendons les résultats du test ADN. » Cette révélation aurait pu mettre Axel en colère, mais elle accueillit l'information avec un calme étonnant. « Bien », dit-elle simplement. « Attendons ces résultats. » Elles restèrent côte à côte, silencieuses, continuant à tailler le vieux rosier avec des gestes parfaitement synchronisés, comme si leurs mains partageaient une mémoire commune. « Votre petit manège ne m'échappe pas, Mireille. » La voix de Gabriel fit sursauter la gouvernante qui réarrangeait des fleurs dans le grand hall. L'ancien policier l'observait depuis l'entrée de la bibliothèque, son regard perçant ne laissant rien transparaître de ses pensées. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répondit-elle froidement. Les changements d'horaire d'Axel, les messages qui ne lui sont jamais transmis, les erreurs dans son planning. Vous essayez de limiter ses contacts avec Béatrice. Mireille reposa sèchement le vase qu'elle tenait. Je veille simplement sur madame, comme je l'ai toujours fait. Cette fille lui retourne l'esprit avec ses ressemblances fortuites et son pendentif. Fortuite, répéta Gabriel en s'approchant. J'ai fait mes recherches, Mireille. Je sais que vous étiez à Bordeaux en 1988. Je sais pour le dossier médical, classé par le vieux Delaunay. Le visage de la gouvernante se décomposa, avant qu'elle ne reprenne rapidement contenance. Des histoires anciennes qui n'ont rien à voir avec la situation présente. J'en doute, répliqua Gabriel. Le test ADN nous dira bientôt si Axel est bien Salomé. Mais ce qu'il ne nous dira pas, c'est comment elle s'est retrouvée dans cet orphelinat et pourquoi. Mireille serra les poings.
son masque d'impassibilité se fissurant dangereusement. « Vous ne savez rien, » siffla-t-elle. « Rien de ce que cette famille a fait, de ce que cette femme a fait. Alors éclairez-moi, » l'invita calmement Gabriel, « avant que je ne découvre tout par moi-même. » La gouvernante le fixa un long moment, partagée entre la haine et une fatigue immense. Puis, sans un mot, elle tourna les talons et s'éloigna à grands pas. Gabriel resta pensif. La réaction de Mireille confirmait ses soupçons. Il devait maintenant avertir Béatrice de redoubler de prudence. Le crépuscule tombait sur le jardin est. Baignant les roses d'une lumière dorée, Béatrice et Axel avaient passé la journée ensemble, partageant un pique-nique improvisé sous la pergola restaurée, puis travaillant côte à côte pour redonner vie au petit bassin qui occupait le centre du jardin. Chaque heure passée renforçait leur connexion. Faisant émerger des similitudes troublantes, leurs gestes similaires quand elles étaient concentrées, leur façon identique de classer les outils par ordre de taille, jusqu'à leur aversion commune pour les œillets, qu'Axel avait mentionné sans savoir que Béatrice les détestait depuis toujours. « Je devrais rentrer au pavillon avant la nuit », dit finalement Axel en s'étirant. « Je vous accompagne », proposa Béatrice. Le chemin est encore inégal après la pluie d'hier. Elle marchait tranquillement lorsqu'Axel trébucha sur une racine dissimulée. Béatrice la rattrapa instinctivement, et dans ce geste spontané, leurs mains s'entrelacèrent un bref instant. Une sensation étrange, presque électrique, les traversa toutes les deux. « Merci », murmura Axel, troublé. Elles reprirent leur marche en silence, mais quelque chose avait changé, comme si ce simple contact physique avait réveillé une mémoire enfouie, un lien primordial que ni le temps ni la distance n'avaient pu effacer complètement. À leur insu, Mireille les observait depuis la fenêtre de sa chambre. Son visage reflétait un conflit intérieur déchirant. D'un geste brusque, elle s'écarta et se dirigea vers sa commode. Du fond d'un tiroir, elle sortit une vieille boîte en métal rouillé. À l'intérieur se trouvait un journal intime usé et quelques photographies jaunies. Elle en prit une qui montrait une Mireille plus jeune, visiblement enceinte, aux côtés d'un homme dont le visage avait été soigneusement découpé. « Il est temps », murmura-t-elle. « Il est temps de tout arrêter. » Les jours suivants furent marqués par une chaleur inhabituelle pour la saison. Le soleil tapait sans relâche sur le domaine de Launay, asséchant la terre et rendant le travail au jardin particulièrement éprouvant, comme si la nature elle-même reflétait le bouleversement qui agitait les occupants de la propriété. Axel se réveilla en sueur dans le petit pavillon. Depuis sa conversation avec Béatrice, ses nuits étaient peuplées de rêves fragmentés, des images fugaces d'une vie qui aurait pu être la sienne. Une chambre d'enfant aux murs bleu pâle, un homme au visage flou qui la faisait tournoyer dans les airs, et toujours, le jardin. Elle s'habilla rapidement et sortit prendre l'air, espérant que la fraîcheur matinale apaiserait son esprit tourmenté. Sur la table de la cuisine, elle retrouva le petit carnet où elle notait méticuleusement ses observations sur le jardin est. En le feuilletant distraitement, elle remarqua que certaines pages semblaient avoir été consultées. Quelqu'un avait-il fouillé dans ses affaires? Troublée, elle se dirigea vers le manoir. L'atmosphère semblait différente ce matin-là, plus lourde, comme chargée d'une tension invisible dans le hall d'entrée. Elle croisa Mireille qui semblait l'attendre. « Bonjour, mademoiselle », dit la gouvernante avec une politesse glaciale. « Madame Vallon m'a chargée de vous informer qu'elle serait absente aujourd'hui. Des affaires urgentes à Paris. »« Oh », fit Axel, déçu. « Savez-vous quand elle rentrera ? Dans la soirée ? Probablement, elle m'a demandé de vous remettre ceci. » Mireille lui tendit un petit paquet soigneusement emballé. Axel le prit, intrigué. « Qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas dans les confidences de madame, » répondit sèchement Mireille. « Si vous n'avez pas d'autres questions, j'ai mes tâches qui m'attendent. » Axel la regarda s'éloigner. Perplexe face à cette hostilité à peine voilée, elle défit l'emballage délicat et découvrit un petit livre relié de cuir usé. En l'ouvrant, elle reconnut une écriture fine et élégante. C'était un journal intime, celui de Béatrice. Un marque-page indiquait une entrée datée d'il y a 22 ans. « Salomé a fait une colère terrible aujourd'hui. Cet enfant me dépasse. Thomas dit que je suis trop stricte. Mais comment puis-je élever une fille qui me ressemble si peu? Parfois, je me demande si j'étais vraiment faite pour être mère. » Axel fronça les sourcils. Ces mots contrastaient tellement avec l'image de mère aimante que Béatrice lui avait dépeinte. Elle tourna les pages, tombant sur d'autres passages troublants.
Les médecins suggèrent une thérapie comportementale pour Salomé. Apparemment, ses crises de rage ne sont pas normales pour son âge. Thomas refuse d'envisager cette option. Bien sûr, il la gâte tellement qu'elle devient impossible à gérer quand il n'est pas là. Et plus loin, parfois, je me demande si ce ne serait pas plus simple sans elle. Ma vie était tellement plus ordonnée avant. Je pourrais me concentrer sur la société, voyager à nouveau. Le cœur d'Axel se serra. Ces mots cruels, écrits noir sur blanc, démentaient tout ce que Béatrice lui avait raconté. Était-il possible que cette femme, qui prétendait l'avoir cherché pendant 20 ans, ait en réalité été soulagée par sa disparition? Elle referma le journal, profondément troublée, et décida d'aller travailler au jardin pour s'éclaircir les idées, mais même les roses, qu'elle avait appris à aimer ces dernières semaines, semblaient avoir perdu leur éclat à ses yeux. À Paris, Béatrice et Gabriel attendirent dans l'antichambre d'un laboratoire médical privé. Le silence entre eux était chargé d'anxiété. « Et si les résultats sont négatifs ?» demanda soudain Béatrice, donnant voix à sa plus grande crainte. « Nous continuerons à chercher ?» répondit simplement Gabriel en lui prenant la main. « Nous n'avons jamais cessé en 20 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons abandonner. » La porte s'ouvrit sur un médecin d'âge mûr, l'air grave. « Madame Vallon, Monsieur Mercier, si vous voulez bien me suivre, dans son bureau. » Il leur présenta un dossier contenant les résultats du test ADN. « La compatibilité génétique entre vous et l'échantillon prélevé est indéniable, » annonça-t-il sans préambule. « Selon ces analyses, la jeune femme que vous nous avez décrite était bien votre fille biologique. Avec une probabilité de 99,98%, Béatrice porta une main à sa bouche, comme pour retenir le sanglot qui montait dans sa gorge. 20 ans d'attente, 20 ans d'espoir obstinément maintenu contre toute logique. Et maintenant, cette confirmation scientifique, irréfutable. « Ma fille », murmura-t-elle, « c'est vraiment elle. » Gabriel la serra contre lui, partageant son émotion. Il avait été là depuis le début, l'avait vue sombrer puis se reconstruire avec une détermination farouche. Cette victoire était aussi la sienne. Nous devons rentrer immédiatement, décida Béatrice en essuyant ses larmes. Je dois lui dire, lui montrer les preuves. Doucement, tempéra Gabriel. N'oublions pas que pour elle, c'est un choc considérable. Toute sa vie, son identité, son histoire, tout est remis en question. Tu as raison, acquiesça Béatrice. J'attendrai le bon moment. Ce soir, peut-être. Ils ignoraient alors que le bon moment leur avait déjà échappé, de retour au domaine. Béatrice se précipita vers le pavillon du jardinier, impatiente malgré sa résolution de prudence. Mais Axel n'y était pas. Elle la chercha dans le jardin est. Puis dans la serre, sans succès, c'est finalement Henri Lefort qui lui apprit la nouvelle. « Mademoiselle Dumas est partie il y a environ 2 heures, madame. Elle a dit avoir une urgence personnelle. »« Partie ?» répéta Béatrice, incrédule. « Comment ça, partie ?» Elle semblait très bouleversée. Elle a chargé ses affaires dans un taxi et m'a demandé de vous présenter ses excuses. Béatrice sentit son monde s'effondrer à nouveau. Juste au moment où elle tenait enfin la vérité, sa fille lui échappait encore une fois. A-t-elle laissé une adresse? Une façon de la contacter? Non, madame. Juste ses excuses. Béatrice se rua dans le pavillon, espérant y trouver un indice. La chambre était impeccablement rangée. Comme si personne n'y avait jamais séjourné, sur la table, posée bien en évidence, se trouvait le journal intime qu'elle n'avait jamais écrit. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle en l'ouvrant, en parcourant les pages. Son visage passa de la confusion à l'horreur. Ces mots cruels, cette froideur calculatrice, cette indifférence envers son enfant, rien de tout cela ne lui ressemblait. Jamais elle n'aurait pu écrire de telles choses sur Salomé, qu'elle avait aimée désespérément dès le premier jour. Mireille, souffla-t-elle, comprenant soudain le stratagème. Elle courut jusqu'au manoir, le journal serré contre sa poitrine comme une preuve infâme. Dans le hall, elle tomba sur Gabriel qui revenait lui aussi. « Elle est partie », annonça-t-elle, la voix brisée. Quelqu'un lui a donné ceci en prétendant que c'était mon journal. Gabriel parcourut rapidement les pages, son visage s'assombrissant à chaque ligne. « C'est l'écriture de Mireille », confirma-t-il. « Elle a dû s'entraîner pendant des années à imiter la tienne. Où est-elle ? Je l'ignore. Je la cherchais justement. » Ils firent appeler la gouvernante, mais personne ne put la trouver. Sa chambre était vide, ses affaires personnelles disparues, comme si elle s'était volatilisée.
Elle a dû prévoir notre découverte, conclut Gabriel. La question est: où est Axel maintenant? Béatrice s'effondra dans un fauteuil, accablée par ce nouveau coup du sort. Après tout ce temps, la retrouver pour la perdre immédiatement? Nous allons la retrouver, promit Gabriel avec une détermination d'acier. Elle ne peut pas être allée bien loin. Je vais contacter les compagnies de taxi, les gares, les aéroports. Mais Béatrice ne l'écoutait plus. Son regard était fixé sur le jardin est, visible depuis la fenêtre. Les roses qu'Axel avait si patiemment fait revivre semblaient déjà se faner dans la chaleur implacable de l'été précoce, comme si elles aussi ressentèrent l'absence de celle qui les avait soignées avec tant d'amour. Dans son esprit, une pensée tournait en boucle, aussi douloureuse qu'une épine profondément enfoncée. Sa fille était vivante, mais elle croyait désormais que sa mère ne l'avait jamais aimée. Quelle cruauté plus raffinée Mireille aurait-elle pu imaginer? Dehors, le ciel s'assombrissait, annonçant un orage imminent. La sécheresse allait bientôt céder la place à une tempête dévastatrice. L'orage éclata avec une violence inhabituelle, comme si le ciel lui-même partageait la fureur et le désespoir qui habitaient Béatrice. Des éclairs déchiraient l'obscurité, illuminant brièvement la propriété de Launay d'une lueur spectrale. La pluie tombait en trombes, transformant les allées soigneusement entretenues en ruisseaux boueux. Assise dans le petit salon, Béatrice fixait le téléphone, attendant désespérément des nouvelles de Gabriel, partie interroger les chauffeurs de taxi de la région. Les heures s'étiraient, interminables. Chargée d'angoisse, une domestique entra timidement, portant un plateau. « Vous devriez manger quelque chose, madame. Avez-vous des nouvelles de monsieur Mercier ?» demanda Béatrice, ignorant la suggestion. « Pas encore, madame. Mais il a appelé pour dire qu'il suivait une piste sérieuse. » Cette information ranima une étincelle d'espoir. Béatrice se leva, incapable de rester immobile plus longtemps. Elle s'approcha de l'immense fenêtre qui donnait sur le jardin. La tempête redoublait d'intensité. Soudain, une pensée la frappa. « La serre », murmura-t-elle. « Les rosiers anciens. » Elle se précipita vers le vestibule, s'emparant d'un imperméable. « Madame !» s'exclama la domestique. « Vous ne pouvez pas sortir par ce temps. » Mais Béatrice ne l'écoutait déjà plus. Un instinct impérieux la poussait vers la grande serre, celle où les spécimens les plus fragiles étaient protégés. Les rosiers qu'Axel avait tant chéris ces dernières semaines risquaient d'être endommagés si les vitres cédaient sous la violence du vent. Dehors, la tempête la gifla de plein fouet. Le vent hurlait entre les branches, arrachant feuilles et petites branches. La pluie, froide et impitoyable, s'infiltrait sous son imperméable, la trempant en quelques secondes. Mais Béatrice avançait, obstinée, luttant contre les éléments, à mi-chemin. Une silhouette sombre émergea de l'obscurité, se dirigeant elle aussi vers la serre. Béatrice plissa les yeux, tentant de l'identifier à travers le rideau de pluie. « Axel !» cria-t-elle, son cœur s'emballant. « Axel, c'est toi ?» La silhouette s'immobilisa un instant, puis reprit sa progression sans répondre. Béatrice accéléra le pas, glissant sur l'herbe détrempée, se rattrapant au buisson, à mesure qu'elle s'approchait. Elle distinguait mieux cette forme qui ne pouvait être que sa fille. Qui d'autre se soucierait des roses par une telle nuit? « Attends-moi !» supplia-t-elle en trébuchant. La serre se dressait maintenant devant elle. Ses parois de verre ruisselantes, la silhouette s'y engouffra, laissant la porte entr'ouverte derrière elle. Béatrice la suivit, haletante. L'intérieur offrait un répit bienvenu contre la fureur des éléments. La pluie tambourinait sur le toit de verre, créant une cacophonie assourdissante. Mais au moins, étaient-elles à l'abri du vent? Une faible lumière brillait au fond de l'allée centrale, révélant des silhouettes fantomatiques de plantes exotiques. « Axel !» appela doucement Béatrice en avançant. « Je sais que c'est toi. Je comprends que tu sois bouleversée. Mais ce journal, ce n'était pas le mien. » La silhouette se tenait immobile près des rosiers, le visage dans l'ombre. Mais quelque chose dans sa posture troubla soudain Béatrice. Cette raideur, cette façon de se tenir, ce n'était pas Axel. « Mireille !» souffla-t-elle en reconnaissant enfin la gouvernante. « Vous l'avez retrouvée » dit simplement Mireille, sa voix à peine audible sous le crépitement de la pluie. « Après toutes ces années, malgré tous mes efforts, est-ce que vous savez ce que ça fait, de voir détruit en quelques jours ce qu'on a mis 20 ans à construire ?» Un éclair illumina brièvement son visage, révélant des traits déformés par la haine et le désespoir. « C'était vous », comprit Béatrice, la gorge serrée. « Vous l'avez enlevé,
Vous l'avez arraché à sa famille. Sa famille, répéta Mireille avec un rire sans joie. Les Delaunay ne savent pas ce que signifie ce mot. Vous m'avez prise, utilisée, puis jetée comme un déchet quand j'étais enceinte, sans aucun remords. Béatrice secoua la tête, déconcertée. De quoi parlez-vous? Je ne vous ai jamais, pas vous directement, coupa Mireille. Votre beau-père, le grand Auguste Delaunay. J'étais jeune, naïve, amoureuse de sa promesse de m'aider à devenir quelqu'un, et quand j'ai porté son enfant, il a ordonné mon renvoi. Vous étiez là, ce jour-là. Vous avez assisté à mon humiliation sans lever le petit doigt. Un autre souvenir remonta à la surface. Une jeune domestique en larmes, suppliante, tandis que le patriarche Delaunay ordonnait froidement son expulsion. Béatrice, jeune épouse intimidée, n'avait effectivement rien dit, rien fait. J'ai perdu mon bébé à cause du stress et de la misère, poursuivit Mireille, la voix tremblante. Et quand je suis revenue, des années plus tard, recommandée par Thomas qui ignorait tout, j'ai juré de me venger. En prenant ma fille, s'indigna Béatrice, une enfant innocente, j'ai attendu mon heure, ignorant cette soif de vengeance pendant des années, puis l'accident de Thomas en Espagne a créé l'opportunité parfaite. Mireille s'approcha d'un pas, son visage entrant dans la lumière diffuse. Ses yeux brillaient d'une lueur démente. Je voulais juste vous faire souffrir comme j'avais souffert, vous enlever votre enfant comme on m'avait enlevé le mien. Mais vous ne l'avez pas tué, murmura Béatrice. Vous l'avez épargné, vous. Quelque chose vacilla dans le regard de Mireille. Un éclair d'humanité, de regret peut-être. Je n'ai pas pu, admit-elle dans un souffle. Elle me regardait avec ses grands yeux, serrant ce stupide pendentif. J'avais prévu de la confier à un couple à l'étranger, mais au dernier moment, je n'ai pas pu. Je l'ai laissée à l'orphelinat, assez loin pour que vous ne la retrouviez jamais. Un bruit soudain les fit sursauter toutes les deux. La porte de la serre venait de s'ouvrir à nouveau, laissant entrer une nouvelle silhouette trempée. « Axel » murmura Béatrice en reconnaissant sa fille. La jeune femme se tenait là, immobile, visiblement sous le choc. Elle avait entendu, Béatrice pouvait le lire sur son visage. Elle avait entendu la confession de Mireille. « Est-ce vrai ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée. « Tout ce que je viens d'entendre, c'est vrai ?» Personne ne répondit. Le silence n'était rompu que par le martèlement incessant de la pluie sur le toit de verre. « Je suis revenue chercher mes affaires », expliqua Axel, le regard alternant entre les deux femmes. « J'avais oublié, des photos, et j'ai vu la lumière dans la serre. J'ai pensé que vous essayiez de sauver les roses de la tempête. » Ses yeux se posèrent sur Mireille, emplis d'une incrédulité douloureuse. « C'était vous, vous qui m'avez abandonnée, vous qui m'avez privée de ma mère, de ma vie. » Mireille eut un mouvement de recul, comme frappée par la douleur qu'elle lisait dans ce regard. « Je voulais juste la punir, » murmura-t-elle. « Pas vous faire du mal, jamais à vous. Mais vous l'avez fait, » rétorqua Axel, les larmes se mêlant à l'eau de pluie sur ses joues. « Vous m'avez volé 20 ans que je ne retrouverai jamais. » Un craquement sinistre interrompit leur confrontation. Une branche, arrachée par la tempête, venait de s'abattre contre le toit de la serre. Des éclats de verre se détachèrent, tombant comme une pluie mortelle entre elles. « Attention !» cria Béatrice en se précipitant vers Axel. Tout se passa en un éclair. Une section entière du toit céda sous la violence de la tempête. Béatrice poussa Axel hors de la trajectoire des débris, mais trébucha dans son élan. Une pluie de verre et de métal s'abattit, et un cri déchirant résonna dans la serre. Quand Axel se redressa, hébétée, elle vit Béatrice à terre, du sang se mêlant à l'eau sur le sol dallé, et un peu plus loin, Mireille, figée dans une posture grotesque, un large morceau de verre profondément enfoncé dans son épaule. « Mon Dieu !» murmura Axel. Paralysée par l'horreur, puis l'instinct prit le dessus. Elle se précipita vers Béatrice, vérifiant son pouls, soulagée de le sentir, faible mais régulier. Une entaille profonde barrait son front, mais elle respirait. « Tenez bon !» chuchota-t-elle en pressant sa veste contre la blessure. « Je vais chercher de l'aide. » Mais alors qu'elle se tournait vers la sortie, elle aperçut Mireille qui se traînait péniblement vers la porte, laissant derrière elle une traînée écarlate. « Attendez !» cria Axel. « Vous ne pouvez pas partir comme ça. » La gouvernante ne se retourna pas. Elle franchit la porte et disparut dans la nuit tempétueuse. Avalée par l'obscurité et le rugissement de l'orage,
Axel hésita un instant, déchirée entre la poursuite et les soins à Béatrice. Puis elle prit sa décision, sortant son téléphone pour appeler les secours. « Tout ira bien », murmura-t-elle à Béatrice inconsciente, en caressant doucement son visage. « Je suis là maintenant. Je ne partirai plus. » Au loin, un éclair illumina la silhouette solitaire de Mireille, qui s'éloignait en titubant sous la pluie battante. Son secret enfin révélé, sa vengeance aussi amère que vaine. Les heures qui suivirent se déroulèrent comme dans un brouillard pour Axel. Les sirènes des ambulances déchirant la nuit, les lumières stroboscopiques des gyrophares illuminant le jardin dévasté, les questions incessantes des secouristes, et plus tard, des policiers. Elle répondait mécaniquement, son esprit oscillant entre l'inquiétude pour Béatrice et la révélation bouleversante qu'elle venait d'entendre. Salomé Delaunay, ce nom qui n'avait jamais été le sien et qui pourtant l'était depuis toujours, l'idée semblait à la fois totalement étrangère et étrangement familière, comme un vêtement oublié qu'on redécouvre et qui s'ajuste parfaitement. À l'hôpital, une infirmière la conduisit jusqu'à la chambre où Béatrice avait été installée, après qu'on eût soigné sa blessure à la tête. La femme dormait, son visage pâle encadré par ses cheveux argentés étalés sur l'oreiller. Un bandage entourait son front, tache blanche sur sa peau diaphane. Elle paraissait soudain fragile, vulnérable, bien loin de la figure autoritaire et composée qu'Axel avait d'abord rencontrée, sa mère. Ces mots résonnaient dans son esprit sans qu'elle parvienne encore à leur donner un sens concret. « Comment va-t-elle » demanda Gabrielle en entrant silencieusement dans la chambre. Axel sursauta. Elle n'avait pas entendu l'ancien policier arriver. Les médecins disent qu'au moins que c'est une commotion légère. Elle devrait se réveiller d'ici quelques heures. Gabrielle l'observa attentivement, notant ses vêtements encore humides, ses yeux rougis, ses mains qui tremblèrent légèrement. « Et vous, comment allez-vous » La question, simple mais sincère, fit céder quelque chose en elle. Des larmes qu'elle retenait depuis trop longtemps débordèrent. « Je ne sais plus qui je suis », murmura-t-elle. « Toute ma vie, c'était un mensonge. » Gabrielle lui tendit un mouchoir et s'assit à côté d'elle. « Pas un mensonge », corrigea-t-il doucement. « Une vérité incomplète. Axel Dumas existe réellement. C'est une jeune femme courageuse, talentueuse, qui aime les jardins et sait exactement comment tailler un rosier souvenir de la malmaison. » Axel esquissa un faible sourire à travers ses larmes. « Mais Salomé Delaunay existe aussi, » poursuivit-il. « Elle était cachée en vous, attendant d'être redécouverte. Est-ce que vous avez vraiment des preuves ?» demanda-t-elle, s'accrochant encore à un dernier doute. Sans un mot, Gabrielle sortit une enveloppe de sa poche intérieure et la lui tendit. À l'intérieur se trouvait le rapport du test ADN, ces termes scientifiques froids confirmant ce que son cœur commençait à accepter. Béatrice Vallon était bien sa mère biologique. Avec une probabilité frôlant la certitude absolue, Axel fixa le document, étrangement calme maintenant. « Et Mireille ?» demanda-t-elle finalement. Toujours introuvable, avec sa blessure. Elle n'a pas pu aller bien loin. La police la recherche activement. Un silence s'installa entre eux, uniquement troublé par le bip régulier des moniteurs médicaux. Au dehors, l'aube commençait à poindre, chassant progressivement les dernières ombres de cette nuit cataclysmique. « Elle a essayé de me faire croire que Béatrice ne m'aimait pas », dit soudain Axel. Ce faux journal. « Une manipulation cruelle », confirma Gabrielle. « Béatrice vous a cherché sans relâche pendant 20 ans. Elle n'a jamais perdu espoir. » Ces mots touchèrent Axel plus profondément qu'elle ne l'aurait imaginé. L'idée d'avoir été si désespérément cherchée, attendue, espérée, alors qu'elle-même ignorait qu'elle manquait à quelqu'un. Un léger mouvement attira son attention. Béatrice venait de bouger, ses paupières papillonnant légèrement. « Je vais chercher une infirmière », annonça Gabrielle en se levant discrètement, restée seule avec Béatrice. Axel s'approcha du lit, incertaine. La femme ouvrit lentement les yeux, semblant d'abord désorientée avant que son regard ne se fixe sur Axel. Une lueur de reconnaissance s'y alluma instantanément. « Tu es restée », murmura-t-elle d'une voix rauque. « Je ne pouvais pas partir », répondit simplement Axel. Béatrice tendit faiblement la main. Après une brève hésitation, Axel la prit dans la sienne, surprise par la chaleur et la force qui s'en dégageaient, malgré les circonstances. « Je suis désolée », souffla Béatrice. « Tellement désolée pour tout ce que tu as traversé. Ce n'était pas votre faute. J'aurais dû te protéger. C'était mon rôle. » Axel sentit une émotion nouvelle l'envahir.
Un mélange de tendresse et de chagrin pour cette femme qui avait porté un fardeau de culpabilité pendant 2 décennies. « J'ai vu le test ADN, dit-elle doucement. Je sais que je suis votre fille. » Le visage de Béatrice s'illumina d'un espoir si pur, si vulnérable, qu'Axel en eut le souffle coupé. « Mais je ne sais pas ce que cela signifie, » poursuivit-elle honnêtement. « Je ne peux pas simplement effacer 23 ans de vie et devenir quelqu'un d'autre du jour au lendemain. » « Je ne te demande pas ça, » assura Béatrice en serrant sa main. « Je veux juste te connaître, apprendre qui tu es devenu, si tu me le permets. » Cette modestie dans la demande, cette absence d'exigence, toucha Axel plus que n'importe quelle effusion émotionnelle. Elle sentit quelque chose céder en elle, non pas une capitulation, mais plutôt l'ouverture d'une porte longtemps fermée. « Je crois que j'aimerais ça aussi, » admit-elle. « Apprendre à vous connaître, comprendre d'où je viens. » Un sourire tremblant éclaira le visage pâle de Béatrice. « C'est plus que je n'osais espérer. » L'infirmière entra à ce moment, accompagnée de Gabriel et d'un médecin. Axel se leva pour leur laisser la place, mais Béatrice retint sa main un instant. « Reste, s'il te plaît. Si tu le veux. »« Je reste, » promit Axel. « Pour l'instant, je reste. » La serre gisait comme une carcasse éventrée sous le soleil revenu. Les débris de verre scintillaient dans la lumière matinale. Tandis que les plantes meurtries pendaient tristement, exposées aux éléments, le jardin alentour portait lui aussi les stigmates de la tempête. Branches cassées, massifs piétinés par les secouristes, allées défoncées par les roues des véhicules d'urgence. 3 jours plus tard, alors que Béatrice se remettait lentement à la maison, Axel contemplait ce désastre, un sentiment étrange de détermination grandissant en elle. Ce jardin, son jardin désormais, ne resterait pas ainsi abandonné, comme elle-même. Il méritait une seconde chance. Par où commencer ? Demanda Henri Lefort qui l'avait rejointe, visiblement dépassé par l'ampleur des dégâts. Par les racines, répondit Axel avec assurance. Tout ce qui est encore solidement enraciné peut être sauvé. Elle s'agenouilla près d'un rosier malmené, examinant ses branches brisées avec des gestes experts. Celui-ci survivra. Il faut tailler les parties endommagées, mais la base est intacte. Lefort hocha la tête avec respect, reconnaissant l'autorité naturelle dans sa voix. Il s'apprêtait à ajouter quelque chose quand une voix les interrompit. « Mademoiselle Dumas, un officier de police demande à vous voir à la maison. » À la mention de la police, Axel sentit son cœur s'accélérer. Avait-il retrouvé Mireille ? Dans le petit salon, un inspecteur d'âge moyen l'attendait, son expression grave ne laissant rien présager de bon. « Nous avons retrouvé Mireille Dufour », annonça-t-il sans préambule, dans une petite cabane forestière à la limite de la propriété. Est-elle est vivante ? Mais dans un état critique, la perte de sang, l'infection, elle a été transportée à l'hôpital sous surveillance policière. Axel accueillit la nouvelle avec un mélange de soulagement et d'appréhension. A-t-elle dit quelque chose ? Elle a fait une déclaration complète, confirmant ce que vous nous avez rapporté concernant l'enlèvement. Elle sera inculpée dès que son état le permettra. L'inspecteur hésita, puis ajouta « Elle a demandé à vous voir, à vous spécifiquement. » Cette requête prit Axel au dépourvu. Pourquoi voudrait-elle me voir ? Elle n'a pas précisé, mais elle a insisté sur le fait qu'elle détenait encore des informations importantes. Des informations qu'elle ne partagera qu'avec vous. Axel demeura silencieuse, partagée entre la répulsion à l'idée de revoir la femme qui avait détruit sa vie et une curiosité irrépressible. Quel secret Mireille gardait-elle encore ? « Je vais réfléchir, » dit-elle finalement. « Puis-je vous donner ma réponse demain ?» L'inspecteur acquiesça et prit congé. Resté seul, Axel se dirigea instinctivement vers la chambre de Béatrice. Elle avait besoin de son avis, de sa sagesse peut-être. Cette pensée la surprit. Chercher conseil auprès de cette femme qu'elle connaissait à peine, mais qui, d'une certaine façon, la connaissait mieux que quiconque. Elle frappa doucement à la porte, encore hésitante sur la façon d'agir, sur les mots à employer. « Maman » semblait impossible à prononcer. Madame Vallon désormais trop distant. Béatrice, presque irrespectueux. « Entre » répondit une voix claire de l'autre côté. Axel poussa la porte, franchissant ce seuil avec la sensation confuse d'entrer à la fois dans une chambre et dans une nouvelle vie. Béatrice était assise dans un fauteuil près de la fenêtre, un châle sur les épaules, malgré la chaleur qui régnait dehors. Son regard se perdait dans les jardins meurtris par la tempête. Elle semblait plus petite, plus fragile qu'Axel ne l'avait jamais vue.
La police a retrouvé Mireille, annonça Axel sans préambule. Béatrice tourna lentement la tête vers elle, son visage restant remarquablement impassible à cette nouvelle. « Dans quel état ?» demanda-t-elle simplement. « Critique, mais vivante. Elle veut me voir, me parler. » Un silence s'installa entre elles. Axel s'approcha et s'assit sur le rebord du lit. Face à Béatrice, « Qu'est-ce que je devrais faire, selon vous ?» Béatrice médita la question un moment, ses yeux verts fixés sur Axel avec une intensité troublante. « Si c'était à moi de décider, je dirais de ne jamais plus approcher cette femme, » dit-elle enfin. « Mais ce n'est pas à moi de décider. C'est ta vie, Axel, ton histoire. Axel, pas Salomé. » Ce petit détail n'échappa pas à la jeune femme, qui se sentit reconnaissante pour ce respect de son identité. « J'ai peur de ce qu'elle pourrait me dire, » admit-elle. « Mais j'ai aussi peur de passer le reste de ma vie à me demander ce que c'était. » « Je comprends cette peur, » murmura Béatrice. « J'ai vécu 20 ans avec des questions sans réponse. » Elle se pencha en avant et, après une légère hésitation, prit la main d'Axel dans la sienne. « Quoi que tu décides, je serai là. Après, je veux dire, pour t'écouter, si tu le souhaites, cette offre. » Formulée avec tant de délicatesse, émut Axel plus qu'elle ne l'aurait cru possible. Pour la première fois depuis l'effondrement de la serre, elle sentit une larme couler sur sa joue. « Je crois que je dois y aller, » décida-t-elle. « Mais, est-ce que vous pourriez m'accompagner? Pas dans la chambre ?» Juste, être là, quelque part dans l'hôpital, le visage de Béatrice s'illumina d'un espoir contenu, comme si cette petite demande représentait un pas immense. « Bien sûr, je serai là où tu as besoin que je sois. » L'hôpital sentait le désinfectant et la souffrance contenue. Axel avançait dans le couloir aseptisé. Escortée par un policier en uniforme, Béatrice attendait dans la cafétéria. Respectant son besoin d'affronter Mireille seule, devant la porte de la chambre, Axel prit une profonde inspiration. Comment se préparer à faire face à la femme qui avait bouleversé le cours de sa vie avant même qu'elle puisse en avoir conscience? Quelle émotion devait-elle ressentir? De la haine, de la pitié, une curiosité morbide. « Je vous attendrai ici », indiqua l'officier. « Elle est menottée au lit, mais appelez immédiatement si vous vous sentez menacé. » Axel hocha la tête et entra. La chambre était plongée dans une semi-pénombre. Les stores baissés filtrant la lumière extérieure, Mireille gisait dans le lit médicalisé, plus pâle et diminuée que jamais. Des tubes et des fils la reliaient à diverses machines qui émettaient un bip régulier. Son épaule et son torse étaient lourdement bandés, et effectivement, son poignet gauche était menotté à la barrière du lit. Ses yeux s'ouvrirent lentement quand Axel s'approcha, révélant un regard fiévreux, mais lucide. « Vous êtes venu ?» murmura-t-elle d'une voix rauque. « Vous avez demandé à me voir, » répondit Axel, se tenant à distance prudente. « Je vous écoute. » Mireille tenta de se redresser légèrement, grimaçant sous l'effort. « Il y a des choses que vous devez savoir, des choses que je n'ai dites à personne, à propos de mon enlèvement, à propos de tout, de votre père, de l'accident. » Axel sentit son cœur s'accélérer. Dans toute cette histoire, elle avait à peine pensé à son père, cet homme qu'elle n'avait jamais connu. « Mon père est mort dans un accident de voiture, d'après ce que Béatrice m'a dit. Thomas Delaunay, confirma Mireille. Un homme bon, trop bon pour cette famille. » Il y avait une étrange tendresse dans sa voix quand elle prononça ce nom. Axel s'approcha, intrigué malgré elle. « Vous le connaissiez bien. »« Ah, mieux que quiconque peut-être, » répondit énigmatiquement Mireille. Il était différent des autres Delaunay. Il avait une conscience. Elle toussa, et une grimace de douleur déforma ses traits. C'est lui qui m'a fait revenir. Après l'incident de Bordeaux, il ignorait qui j'étais vraiment, ce que son père m'avait fait. Il m'a trouvé dans un foyer pour femmes en détresse et m'a offert un nouveau départ. Axel commençait à entrevoir la complexité de cette histoire, les couches de secrets et de non-dits qui s'étaient accumulées au fil des décennies. « Quel rapport avec mon enlèvement ?» demanda-t-elle, cherchant à comprendre le fil conducteur. Mireille ferma brièvement les yeux, comme pour rassembler ses forces. « Quand vous avez disparu en Espagne, Thomas est devenu fou d'inquiétude. Il a suivi une piste, un témoin qui prétendait avoir vu une femme partir avec vous. Il m'a appelé, complètement bouleversée, disant qu'il était sur le point de découvrir quelque chose d'énorme. » Elle fit une pause, sa respiration devenant laborieuse. « Le lendemain,
On annonçait sa mort dans un accident de voiture, sorti de route dans les montagnes, trop fatigué pour conduire, selon la version officielle. Vous insinuez que ce n'était pas un accident, demanda Axel incrédule. Je n'insinue rien. J'affirme, Thomas ne conduisait jamais quand il était fatigué, jamais, et il venait de me dire qu'il avait découvert quelque chose qui changerait tout. Puis soudain, il est mort, trop pratique. Un sentiment de vertige saisit Axel. Cette révélation ouvrait une dimension encore plus sombre à toute l'affaire. Qui aurait pu vouloir sa mort? À vous de le découvrir, répondit Mireille. Cherchez qui avait intérêt à ce que l'enquête sur votre disparition s'arrête, qui contrôlait l'empire de Launay après sa mort. Béatrice, suggéra Axel, la gorge nouée à cette idée. Mireille eut un rire sec qui se transforma en quinte de tout. Béatrice, non, elle aimait Thomas, à sa façon froide et distante, et elle vous a cherché sans relâche pendant 20 ans. Elle n'a rien à voir avec sa mort. Elle s'interrompit, visiblement épuisée par cet échange. J'ai fait des choses terribles, reprit-elle plus doucement. Vous enlevez. C'était monstrueux, je le sais maintenant. À l'époque, je ne voyais que ma douleur, ma vengeance. Je voulais que Béatrice souffre comme j'avais souffert. Ses yeux se remplirent de larmes inattendues. Mais en vous regardant grandir de loin, en recevant des nouvelles par mes contacts à l'orphelinat, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais pas prévu, de l'attachement, du remords. Pourtant, vous n'avez rien fait pour réparer, fit remarquer Axel, sa voix durcie par l'émotion contenue. Pendant 20 ans, la lâcheté, murmura Mireille. J'avais trop à perdre. Et puis, que pouvais-je faire? Vous étiez heureuse, à ce qu'on me disait. Vous aviez construit votre vie, jusqu'à ce que vous me fassiez engager délibérément comme jardinière, compléta Axel. Pourquoi? Mireille détourna le regard. Je vieillissais, des problèmes de santé. Je voulais vous voir, au moins une fois, avant de ne plus pouvoir le faire. Mais vous ne pouviez pas prévoir que je porterais encore le pendentif, que Béatrice le reconnaîtrait. Non, admit Mireille. Ça, c'était le destin, ou peut-être une forme de justice. Un silence s'installa, uniquement troublé par le bip monotone des moniteurs médicaux. Axel observait cette femme brisée, cherchant en elle la haine qu'elle pensait ressentir, et ne trouvant qu'un mélange confus de pitié et de colère sourde. « Il y a une dernière chose », dit finalement Mireille, en plongeant son regard dans celui d'Axel. La lettre de Thomas. Il m'en a parlé lors de notre dernier appel. Il l'avait envoyée par courrier express à son notaire parisien, au cas où il lui arriverait quelque chose. Elle devait être remise à Béatrice si jamais quelque chose lui arrivait. Une lettre, après toutes ces années, elle existerait encore. Le cabinet Fournier, rue de Richelieu. Thomas m'a dit qu'il faisait confiance à Maître Fournier pour garder précieusement ce document, peu importe le temps qui passerait. Les machines commencèrent soudain à s'affoler, les bips devenant plus rapides, plus aigus. Mireille ferma les yeux, sa respiration devenant erratique. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, « tellement désolée, pas pour Béatrice, pour vous, pour l'enfant innocent que vous étiez. » Une infirmière entra précipitamment, suivie du policier en faction. « Vous devez sortir », ordonna-t-elle à Axel. Son état devient instable. Axel recula vers la porte, l'esprit en ébullition, tandis que l'équipe médicale s'affairait autour de Mireille. Dans l'encadrement, elle s'arrêta un instant. « Je ne vous pardonne pas », dit-elle clairement, assez fort pour que Mireille l'entende. « Pas encore, peut-être jamais, mais je vous remercie pour la vérité. » Puis elle sortit, emportant avec elle le poids de ces nouvelles révélations et le mystère d'une lettre qui, peut-être, l'attendait depuis 20 ans. Le cabinet Fournier n'avait guère changé en 2 décennies, le même parquet en chêne qui craquait sous les pas, les mêmes bibliothèques ornées de reliures en cuir, le même parfum discret de cire d'abeille et de papier ancien. Maître Fournier lui-même, désormais octogénaire mais toujours impeccablement vêtu, accueillit Béatrice et Axel avec un étonnement à peine dissimulé. « Madame Vallon, quelle surprise après toutes ces années. Bonjour maître, je vous présente. » Béatrice hésita, ne sachant comment qualifier cette jeune femme qui était à la fois sa fille retrouvée et une étrangère. « Axel Dumas », compléta la jeune femme en tendant la main au notaire. « Ou Salomé Delaunay, selon la perspective. » Le vieil homme la dévisagea,
les sourcils froncés, puis son visage s'éclaira d'une compréhension soudaine. « Mon Dieu, l'enfant disparu, vous l'avez retrouvé. C'est une longue histoire, » répondit Béatrice. « Nous sommes ici pour autre chose. Thomas vous aurait confié une lettre. Peu avant ça, son accident, une lettre à vous remettre en cas de décès, » confirma le notaire, soudain grave. « Je m'en souviens parfaitement. Un document scellé, avec des instructions très précises. Il les invita à s'asseoir, puis se dirigea vers un coffre dissimulé derrière un tableau. Ses doigts noués par l'arthrite manipulèrent la combinaison avec une précision remarquable. « J'ai toujours respecté les dernières volontés de Thomas, » expliqua-t-il en revenant vers elle. « Il a spécifié que cette lettre ne devait vous être remise que si vous reveniez accompagné de votre fille. Pendant des années, j'ai gardé cet espoir, comme lui. » Il déposa sur son bureau une enveloppe jaunie, scellée à la cire rouge, estampillée des armoiries de Launay. Béatrice la fixa, incapable de tendre la main pour la saisir. Tant d'années s'étaient écoulées. Que pouvait bien contenir cette missive d'outre-tombe? « Maman, souhaitez-vous que je vous laisse seule ?» proposa le notaire. « S'il vous plaît, » murmura Béatrice. La gorge serrée, une fois la porte refermée, Axel et elle échangèrent un regard. La même appréhension se lisait dans leurs yeux. « Ensemble », suggéra Axel. Béatrice acquiesça, reconnaissante. D'un geste commun, elles brisèrent le sceau. L'enveloppe contenait plusieurs pages couvertes d'une écriture nerveuse mais lisible, celle de Thomas. « Ma chère Béatrice, si tu lis ces lignes, c'est que mes craintes étaient fondées. Et surtout, c'est que tu as retrouvé notre fille, ce dont je n'ai jamais douté. Ta détermination a toujours été ta plus grande force. Ce qui suit va te bouleverser. Mais tu mérites la vérité. Tout comme Salomé, je suis sur la piste de celui qui a orchestré son enlèvement. Tout me ramène à une conclusion impossible à accepter. Et pourtant, les preuves s'accumulent. Mon propre père, Auguste, serait derrière tout cela. » Béatrice laissa échapper un hoquet de stupeur. Auguste de Launay, le patriarche impitoyable dont l'ombre avait plané sur toute la famille, mort 5 ans après la disparition de Salomé, impossible. Ses motivations restent obscures, mais voici ce que j'ai découvert. Il a conspiré avec quelqu'un de l'intérieur, quelqu'un en qui nous avions confiance. Je soupçonne Mireille, qui a un passé avec lui que tu ignores peut-être. Plus grave encore, je suis convaincue que mon accident n'en sera pas un. Si tu lis ceci, c'est que j'avais raison d'avoir peur. J'ai découvert des transactions financières suspectes, des sommes importantes transférées vers des comptes offshore, notre fortune familiale, l'héritage de Salomé. Tout était détourné systématiquement. J'ai constitué un dossier complet, dont j'ai confié une copie à Fournier également. Il saura où le trouver quand tu lui montreras cette lettre. Une dernière chose, la plus importante peut-être. Quoi qu'il arrive, sache que je t'ai aimée à ma façon, maladroite et distante parfois, et que j'ai adoré notre fille plus que tout au monde. Chaque jour sans elle a été une torture. Prends soin de Salomé. Dis-lui que son père a essayé de la retrouver jusqu'à son dernier souffle. À jamais vôtre, Thomas. Les derniers mots étaient à peine lisibles, comme écrits dans une précipitation désespérée. Les mains de Béatrice tremblaient si violemment qu'Axel dut lui prendre la lettre. « Il savait », murmura Béatrice, le visage dévasté. « Il savait qu'on allait le tuer. » Axel relut certains passages. Essayant d'assimiler cette nouvelle révélation, « Votre beau-père, pourquoi aurait-il fait une chose pareille ?» Auguste était obsédé par le contrôle et l'argent, expliqua Béatrice, sa voix retrouvant progressivement sa fermeté. Thomas commençait à remettre en question certaines pratiques de l'entreprise, des méthodes que son père avait instaurées, des méthodes à la limite de la légalité. Elle se leva brusquement. Il faut voir ce dossier dont il parle tout de suite. Le soleil déclinait lorsqu'elles quittèrent finalement le cabinet Fournier, épuisées émotionnellement mais déterminées. Le dossier constitué par Thomas contenait des preuves accablantes. Détournement de fonds, corruption, et surtout, la preuve d'un chantage exercé sur Mireille. Auguste avait utilisé son secret, l'enfant qu'elle avait perdu, conçu avec lui, pour la manipuler, l'obligeant à participer à l'enlèvement de Salomé. Le plan initial n'impliquait pas la mort de Thomas. Il devait simplement être discrédité, accusé de négligence ayant conduit à la disparition de sa fille. Mais quand il avait commencé à découvrir la vérité, Auguste n'avait pas hésité à franchir la ligne rouge. Dans la voiture qui les ramenait au domaine de Launay,
Le silence entre Béatrice et Axel était lourd de pensées non exprimées. Ce fut finalement Axel qui le rompit. « Que comptez-vous faire de ces informations ?» Béatrice regardait par la fenêtre, observant le paysage qui défilait. La justice, même tardive, reste la justice. Gabrielle m'aidera à constituer un dossier pour les autorités, une pause, puis elle ajouta plus doucement « Mais ce n'est pas ce qui m'importe le plus maintenant. » Elle se tourna vers Axel, son regard d'une intensité presque insoutenable. « J'ai perdu 20 ans avec toi. Je ne veux pas en perdre un jour de plus à ressasser le passé. » Axel hocha la tête, comprenant ce sentiment mieux qu'elle ne l'aurait cru possible. La vérité était essentielle, mais elle ne pouvait pas leur rendre le temps volé. « Le jardin, » dit-elle soudain. « Je veux le restaurer entièrement, pas seulement réparer les dégâts de la tempête, mais le réinventer, en faire quelque chose de nouveau, qui honore le passé sans en être prisonnier. » Un sourire éclaira le visage de Béatrice. Le premier véritable sourire depuis des jours. « Je trouve cette idée parfaite. » Une semaine plus tard, alors que le soleil se levait sur le domaine de Launay, Axel était déjà au travail dans ce qui restait de la grande serre. Elle avait établi des plans ambitieux, mélangeant les espèces anciennes chéries par Béatrice avec des variétés plus modernes qu'elle-même affectionnait. Henri Lefort et son équipe s'affairaient autour d'elle, reconstruisant la structure en suivant ses instructions précises. Plus de lumière, plus d'espace, des zones distinctes mais en communication permanente, comme un symbole de ce qu'elle tentait de construire, Béatrice et elle. « Je t'ai apporté du café », annonça une voix derrière elle. Béatrice s'avançait, portant 2 tasses fumantes. Elle avait troqué ses habituels tailleurs élégants contre un pantalon de toile et une chemise simple. Ses cheveux, pour une fois, n'étaient pas impeccablement coiffés, mais simplement retenus en queue de cheval. « Merci », dit Axel en acceptant la tasse. « J'avais justement besoin d'une pause. » Elles s'assirent côte à côte sur un banc improvisé, contemplant le balai des travailleurs qui s'activaient parmi les débris et les nouvelles poutres. « J'ai reçu des nouvelles de l'hôpital », annonça doucement Béatrice. « Mireille est sortie du coma, son état s'améliore. » Axel accueillit la nouvelle avec un léger hochement de tête. Ses sentiments envers la gouvernante restaient complexes. Ni haine pure, ni pardon complet, mais quelque chose de plus nuancé qui évoluerait sans doute avec le temps. Gabrielle a transmis tous les documents aux autorités, poursuivit Béatrice. Le procureur semble prendre l'affaire très au sérieux, même après toutes ces années. Et nous ? Demanda Axel, posant enfin la question qui flottait entre elles. Comment allons-nous avancer, vous et moi ? Béatrice prit une profonde inspiration, cherchant visiblement ses mots. Je ne prétends pas pouvoir être ta mère comme si ces 20 années n'avaient pas existé. Tu es une femme formée, avec ta propre histoire, ta propre identité. Elle fit une pause, cherchant le regard d'Axel. Mais j'aimerais être présente dans ta vie, d'une façon ou d'une autre. Apprendre à te connaître, peut-être, un jour, mériter que tu me vois comme une famille. Axel observa cette femme qui avait tant souffert, qui avait maintenu l'espoir contre toute attente, et qui maintenant lui offrait cette liberté précieuse, celle de définir elle-même leur relation. « J'aimerais ça aussi », répondit-elle simplement. Son regard se porta au loin, vers les parterres de roses qu'elles avaient recommencé à restaurer ensemble. « Vous savez ce qu'on dit des rosiers taillés trop sévèrement, qu'ils reviennent encore plus forts au printemps suivant », compléta Béatrice avec un sourire entendu. Axel porta la main à son cou, où brillait toujours le pendentif en argent. Sien prejunta, toujours ensemble, pas de la façon qu'elles avaient imaginée, pas selon le chemin qu'elles auraient dû suivre, mais ensemble malgré tout. « Je pense que nous devrions planter un nouveau rosier », suggéra-t-elle. Juste là, au centre de la serre reconstruite, quelque chose qui symbolise un nouveau départ. « J'ai justement reçu une variété rare ce matin », répondit Béatrice. « Une mutation naturelle découverte récemment. Elle donne des fleurs qui changent de couleur au fil de leur floraison, du blanc au rose profond. Les horticulteurs l'ont nommée « Renaissance ». Leurs regards se croisèrent, et une compréhension tacite passa entre elles. Elles avaient perdu un passé qui ne reviendrait jamais, mais l'avenir leur appartenait, un avenir qu'elles pouvaient cultiver ensemble, avec patience et attention, comme le jardin qui renaissait autour d'elles. Dehors, le soleil printanier baignait la propriété d'une lumière dorée, promesse de jours meilleurs à venir.